qui nous fait honneur et on va essayer d'être à la hauteur de l'annonce redoutable qui a été faite. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi veut-on parler hein, dans cette séance? En fait, l'origine du projet qu'on va essayer de développer maintenant, c'est le Brexit. Hein. Bon, pas besoin de vous dire ce que c'est, on l'a suivi avec attention. C'est peu de temps après que ça soit passé qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait bien vous dire à cette occasion. Et donc, il faut partir quand même de là, hein, pour essayer de comprendre effectivement quels sont certains des dilemmes qui se posent au monde d'aujourd'hui en termes de géopolitique, et puis plus largement, évidemment, dans d'autres domaines, que ce soit celui de la politique pure, que ce soit celui de l'économie, etc. Alors, on peut se demander quelle signification accorder à ce Brexit qui reste, comme vous le savez, ceci dit, dans les limbes, hein, puisque non seulement il n'a pas été acté, mais le processus lui-même n'a pas été encore pleinement déclenché. Mais on peut se demander déjà, évidemment, quel sens ça a. Est-ce que c'est une victoire de l'État-nation, qui semble être la doctrine qui animait les partisans du Leave, hein, ou est-ce que, paradoxalement, ça ne pourrait pas rapprocher d'une certaine fin de l'État-nation tel qu'on le connaissait traditionnellement, puisque les Londoniens, il faut rappeler quand même qu'eux ont voté très massivement pour le Remain, hein, semblent pouvoir passer sans drame d'une supranationalité, celle de l'Union européenne, à une autre, celle d'un Londres qui se détacherait, suivant des modalités qui restent à expliciter, qu'on tâchera de faire, qui se détacherait de l'ensemble stato-national du Royaume-Uni en direction d'une insertion croissante, encore renforcée, dans un réseau mondial de places globalisées. Est-ce que donc on va aboutir ou non à ce que cette grande métropole de taille européenne et mondiale qu'est Londres soit encore renforcée dans son statut de métropole en quelque sorte hors sol et largement détachée de son hinterland? Bon, bien sûr, ça correspond aussi à certaines interrogations. Ce n'est pas simplement des élucubrations d'intellectuels, puisque c'est une question qui a été assez largement évoquée dans les temps qui ont suivi le Brexit comme une solution de remplacement, en agitant tout à fait explicitement le modèle singapourien, d'un Londres singapourisé. Étonnante revanche par rapport à la période coloniale, puisque c'est évidemment Singapour qui avait été plutôt londrisé ou britannisé hein, par la colonisation, qui d'ailleurs l'avait créé sous sa forme moderne. Hein. Mais donc ce modèle singapourien a été explicitement présenté comme une des solutions possibles. Alors, se pose tout de suite évidemment le problème de la définition spatiale, et donc à travers le spatial, également la définition politique, culturelle et identitaire que pourrait avoir... J'ai l'impression qu'il y a des sautes de son. Ouais. Oui. Il faut que je le garde à une distance constante. Voilà. Donc, problème de la définition de cet alignement hein, de Londres ou de Singapour sur donc, un statut de métropole relativement coupé de son hinterland. Alors, dans le cas de Singapour, les choses sont simples, puisque Singapour fait partie des très rares pays, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres cas, à qui l'indépendance a été imposée en 1965. C'est la Malaisie qui a expulsé Singapour, ce n'est pas Singapour qui a choisi de s'en séparer. Après donc l'échec d'un grand rêve, le rêve qui a été celui de la génération de ceux qui ont fondé le Singapour moderne et qui l'ont géré jusqu'à très peu de temps, le rêve de la Grande Malaisie, une Grande Malaisie qui serait polarisée autour de Singapour, mais avec un hinterland important. Dans le cas de Londres, évidemment, les choses restent tout à fait en pointillé, ça reste du domaine de l'avenir, plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Et donc, est-ce que cette émancipation de Londres par rapport au contexte européen serait étendue à la taille du Royaume-Uni, donc incluant l'Écosse et l'Irlande du Nord? Donc, il faut rappeler d'ailleurs que pour diverses raisons, ils n'ont pas voté pour le Leave. Est-ce que ça serait l'Angleterre,
en tout ou en partie, une Angleterre, et surtout dans sa partie sud et sud-est, le bassin de Londres, qui est déjà fortement désindustrialisé, en tout cas sous la forme des vieilles industries traditionnelles qui ont fait la prospérité de la révolution industrielle britannique, et qui est très largement tertiarisé, qui constitue évidemment le segment le plus prospère, pris globalement, pas seulement à Londres, du Royaume-Uni. Est-ce que ça serait le Grand Londres, dont d'ailleurs, incidemment, il faut rappeler que la population constitue grosso modo le double de celle de Singapour. Singapour a à peu près 6 millions d'habitants aujourd'hui, Londres, le Grand Londres, dans son acception maximaliste, une douzaine. Donc comment réaliser un Londonxit, si on peut l'appeler ainsi, hein, pas très euphonique. Alors, évidemment, les problèmes se poseraient immédiatement, puisque on a des liens qui unissent Londres au reste du Royaume-Uni, une dépendance territoriale extrêmement importante sur le plan de l'énergie, sur le plan du ravitaillement spécialisé, sur le plan des loisirs et de bien d'autres façons encore. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de façon créative cette solution qu'on n'a sans doute pas assez explorée, dont on n'a pas assez souligné l'originalité, qui est celle du statut prévu, pas toujours respecté, mais prévu pour Hong Kong, sous la forme donc de région administrative spéciale de la Chine populaire, qui, de façon assez unique dans le monde, nous offre l'exemple d'un territoire qui est à la fois intégré à celui d'un État, en l'occurrence quel État, celui de la Chine populaire, et en même temps qui jouit d'une très large autonomie dans de très nombreux domaines. Jusqu'à présent, même si malheureusement les choses changent un peu, on pourrait trouver des ouvrages de tous les dissidents chinois, par exemple, à Hong Kong, en vente tout à fait libre. Hein. Le Parti communiste officiellement, le Parti communiste chinois officiellement n'existe pas à Hong Kong, même s'il y est très puissant. Et donc ce territoire SAS, ce territoire lié de façon très originale à un grand État, tout en jouissant d'une autonomie très large, y compris une immigration par exemple qui est très restreinte. Il est plus difficile pour un Chinois de devenir Chinois populaire, mais ça devient un peu plus facile maintenant d'aller s'installer à Hong Kong que pour la plupart des immigrants, y compris extérieurs à l'Europe, de venir s'y installer. Donc une interface, un État-interface, un territoire qui pourrait donc réunir les deux. C'est un peu, en quelque sorte, ces deux caractéristiques que j'ai mentionnées. Métropole d'un grand État, avec un territoire proche, tout à fait significatif, un hinterland proche, et en même temps quelque chose de déterritorialisé. Voilà quelques considérations qui nous ont amenés à réfléchir sur le sujet. Bon, merci Jean-Louis. Alors, j'enchaîne d'abord simplement en faisant remarquer une chose, c'est que les images qui étaient en arrière-plan pendant la présentation de Jean-Louis étaient à la fois Londres, que vous avez reconnu, j'espère, qui était toujours en haut des deux figures, et Singapour, mais volontairement, on n'avait pas mis les noms, hein, pour que justement la similitude des CBD à Tours puisse fonctionner comme marque des systèmes réticulaires. Alors, puisque Bruno Modica nous a placés dans la filiation de Fernand Braudel, je voudrais rappeler que Braudel avait dans son vocabulaire propre une distinction entre le marché et le capitalisme, ce qui peut certainement sembler bizarre aujourd'hui, hein, tel quel. Simplement, le marché, c'était quelque chose où les prix étaient relativement clairs et qui jouait sur un espace contrôlé, identifié, bref, un territoire, qui était à court rayon d'action, alors qui pouvait petit à petit, au XVIIIe siècle, devenir progressivement un marché national, mais enfin quelque chose qui correspondait plus à un territoire limité par un système de protection, d'ailleurs de frontières douanières. En revanche, le capitalisme, c'était l'ouverture à des réseaux qui pouvaient être lointains et qui remontaient au commerce des épices du Moyen-Âge, avec des variations de prix complètement aléatoires et folles,
Alors bien sûr, cette distinction pouvait dans le détail être complexe parce que les compagnies des Indes, que tu connais mieux que moi, articulent très bien, tentaient d'articuler le marché, au fond, et le capitalisme, l'État et le commerce très lointain. Mais cette distinction, effectivement, correspond assez bien au jeu des structures étatiques actuelles et éventuellement des fédérations d'États, donc l'Union européenne que veut quitter le Royaume-Uni, qui vient d'être évoqué, et d'autre part, du réseau que symbolisent les nœuds du réseau, que sont les grandes métropoles d'autre part. Alors, je vais faire un bref mise au point extrêmement scolaire, si vous préférez, tout simplement pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau et que la distinction entre villes d'État, qui sont, elles, à, disons, un hinterland relativement court et contrôlé d'une part, et leur fonction étant d'être le chef-lieu de ce contrôle de ce territoire, et d'autre part, de villes qui sont des nœuds dans des réseaux, les villes pouvant jouer soit alternativement, soit parfois comme Londres, les deux rôles simultanément, c'est quelque chose qui mérite d'être dans le cadre de ce festival rappelé. Alors, je vais commencer par une toute petite histoire. Grenoble s'y prêtait mal, sinon évidemment j'aurais pris Grenoble, mais je vais commencer par Dijon. Et en pensant à ce que nous sommes tous à un moment ou à un autre, c'est-à-dire des touristes. Quand nous allons dans une ville, et vous savez que le tourisme est de plus en plus un tourisme urbain, quand nous allons dans une ville, et par exemple à Dijon, on peut très bien aller voir des bâtiments qui ont été privés, quel que soit leur statut actuel, qui sont des hôtels particuliers. Je dis hôtels pour employer le mot français, on serait dans une cité italienne, je dirais des palazzi ou des palazzetti. Je serais aux Pays-Bas, je prends évidemment des villes commerçantes, on dirait des huisses, hein, des maisons, des demeures. Mais vous avez dans tous les cas des localités, des lieux qui sont des lieux qui étaient privés, qui étaient des maisons de commerce, en gros, de demeures de la bourgeoisie, ici du 15e, 16e siècle. C'est-à-dire de Dijon, lorsqu'elle était un élément de ce qui deviendra plus tard la banane bleue, l'axe des villes européennes entre les Flandres et l'Italie du Nord, avec des relais qui remontent évidemment aux foires de Champagne, mais qui se sont ensuite développés dans les cités helvétiques ou rhénanes, etc. Mais si vous allez à Dijon, vous allez certainement aussi aller voir des monuments, le palais des États, qui certes est l'ancien palais ducal, dans lequel vous avez, ou face auquel vous avez une urbanisation qui peut être réglée avec des lignes droites et qui sont typiques de la marque de l'État français. Donc vous avez là une succession d'une ville qui a d'abord été une ville commerçante, une ville du capitalisme brodélien, une ville de réseau, même si c'était à l'échelle du XVe siècle et pas la plus importante à ce moment-là, et qui ensuite est devenu un relais du pouvoir royal. Alors j'aurais pu vous raconter, vous le faire avec d'autres villes, mais c'est assez fréquent dans l'Est, hein, cette succession, dans l'Est de la France. Vous avez bien sûr des villes typiques, si j'élargis mon champ touristique, des villes typiques du patrimoine de type bourgeois et des connexions de réseau qui vont nous donner des villes comme Bruges, hein, par exemple. Là, pardon, on est toujours à Dijon. Hein. Donc la vieille ville commerçante marquée par le fait qu'il n'y ait pas un urbanisme avec des lignes droites et de la mise en scène du pouvoir, alors qu'inversement, là on est sur la place devant le palais ducal, vous êtes typiquement dans une architecture française, comme on dit en général, avec des formes géométriques tout à fait maîtrisées. Alors, si je vous avais mis, vous voyez, une ville commerçante comme Bruges, j'aurais pu mettre Venise, hein, ou d'autres villes d'Italie du Nord, ou bien Gand, pour rester dans les Flandres. Vous êtes typiquement dans des constructions où l'architecture privée l'emporte par rapport à éventuellement des éléments communaux qui sont un peu plus grands, mais pas très grands. Hein. Même le palais des Doges à Venise, c'est peu de choses. C'est 3 fois au maximum les grands palais du Grand Canal. Hein. Rien à voir avec Versailles par rapport aux demeures privées. Donc, inversement, par rapport à ces villes de marchands, ces villes du réseau capitaliste, vous avez des villes d'État. J'en ai juste pris 2 parce qu'elles sont particulièrement spectaculaires. Turin, typiquement une ville du pouvoir de l'État, une ville au carré, bien organisée, avec des perspectives et des mises en scène de la puissance publique. Ou bien Saint-Pétersbourg, qui a vraiment été fait pour ça, en plus, qui a été contre les... Bon, les exemples pourraient être innombrables. Remarquez, si je reviens un instant dans l'Est de la France, vous voyez cette place typiquement italienne, cette place où les marchands ont pignon sur rue, qui est typique de l'architecture médiévale, elle est à Metz. Et évidemment, quand Metz deviendra au contraire une ville française importante, eh bien, vous avez une architecture typiquement française. Et pour Metz, avant d'avoir une architecture typiquement allemande, qui marque aussi le lieu du pouvoir. Si
J'aurais pu prendre Reims, par exemple, vous avez la même succession, c'est pas la peine d'insister. Et je termine sur cette image, que je n'ai pas besoin de vous situer, et simplement pour vous dire l'avenue droite, l'avenue qui part, on est au-dessus de l'Arc de Triomphe, donc l'avenue l'avenue de la Grande Armée, mais qui prolonge les Champs-Élysées et qui va jusqu'à l'Arche de la Défense, vous avez une mise en scène de l'État et du pouvoir de l'État qui, bien que au bout de la perspective, vous ayez la skyline de la Défense, montre beaucoup plus l'appareil d'État de la ville, du pouvoir territorial, que la ville du réseau des liens capitalistes, pour toujours être avec le vocabulaire brodélien. Voilà.